nouvelle opération de communication du président de la République et cette fois-ci c'est à l'occasion du salon de l'agriculture que le chef de l'État fait sa petite réclame en se faisant passer pour un défenseur des paysans. Surnommée drogue de l'obéissance ou cocaïne pour enfants, la Ritaline fait des ravages aux États-Unis mais également en France. Des millions de pilules sont prescrites chaque année alors que les effets secondaires peuvent être désastreux. Frappée de plein fouet par la sécheresse, la Zambie a bien du mal à subvenir aux besoins de sa population. Plus de 2 millions d'habitants se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Un président en campagne alors que s'ouvre samedi le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a coché la case paysan dans son agenda électoral, un intérêt bien opportun qui ne trompe plus grand monde. Il faut protéger les agriculteurs contre les stigmatisations. Emmanuel Macron sort la grosse artillerie pour tenter de séduire le monde paysan. Dans le nouveau plan com du président, les éléments de langage sont rodés, mais pas nécessairement vraiment adaptés. Ainsi, au détour d'un entretien paru dans un titre de presse régionale, le président affirmait l'avant-veille de l'ouverture du salon de l'agriculture qu'il ne tolérerait aucune violence à l'encontre des agriculteurs. Fidèle au « en même temps », le président a estimé par ailleurs qu'il faut aussi réussir la transformation du modèle agricole. Comme toujours, les déclarations présidentielles relèvent du slogan, mais n'ont une réalité que très relative. Des déclarations superficielles et un président qui recule après avoir parlé trop vite. Ainsi, sur la question du glyphosate qu'il avait promis d'interdire en 2021, le président a réaffirmé que le délai ne serait pas tenu. En effet, l'objectif est intenable et en reculant, l'Élysée s'évite les foudres de certains professionnels du secteur, mais ne sera pas épargné par les écologistes. Caricature du citadin, Emmanuel Macron tente ainsi de se rapprocher d'un monde qui lui échappe complètement au risque de faire le grand écart. Ainsi, des agriculteurs, le président en est venu à parler des pêcheurs qui pourraient être exposés à des conséquences commerciales du Brexit. Un grand écart en forme d'amalgame qui sent bon la déconnexion et qui montre l'aspect très symbolique de l'action présidentielle, que ce soit en début de semaine sur la question du communautarisme islamique, renommé séparatisme, un peu plus tôt en faisant mine d'être écologiste au pied du Mont Blanc. Les déclarations présidentielles ne reflètent pas ou très peu une action politique concrète, mais plutôt un ensemble de réponses apportées en réaction à des études d'opinion et à des besoins dictés par des segments électoraux. Avec l'agriculture, Emmanuel Macron rejoue une nouvelle fois la carte européenne en affirmant via son ministre avoir obtenu le maintien du budget de la politique agricole commune. À cette annonce s'est ajoutée celle de la réforme des retraites, puisque le président met un point d'honneur à rappeler que celle-ci est profitable aux agriculteurs qui bénéficient d'un minimum retraite de 1 000 €. Ce qui n'est pas vrai, puisque selon le rapport Delevoye lui-même, 40% des paysans sont écartés de ce minimum. Cette année, l'accueil du président dans les allées du salon de l'agriculture devrait être assez froid, car même la très conciliante FNSEA ne semble pas y trouver son compte. Et pour la 3e année consécutive, Emmanuel Macron devrait nous gratifier de ces petites formules vides de sens. En 2018, le slogan du président était « L'agriculture est une terre de conquête ». Nul doute que 2020 devrait laisser la place à un nouveau slogan. En attendant, ces gesticulations électorales présidentielles à quelques semaines des scrutins municipaux ne répondent pas à la détresse de toute une partie de la paysannerie française. À travers le pays, on dénombrerait plus de 2 suicides de paysans par jour selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole. Un mal-être qui ne se guérira pas avec des slogans. Une pilule aux effets dévastateurs, initialement prescrite pour calmer l'hyperactivité, la Ritaline est désormais distribuée en masse aux États-Unis, mais aussi en France. Si la pilule fait le bonheur du laboratoire Novartis, ses effets secondaires, eux, peuvent être irréversibles. Marin Tarois. Empoisonnement médical des enfants. La Ritaline, surnommée en Amérique la drogue de l'obéissance ou cocaïne pour enfants, est un médicament voisin des amphétamines. Utilisée à l'origine pour les enfants atteints d'un déficit de l'attention et d'hyperactivité, elle est désormais prescrite outre-Atlantique à de nombreux bambins, un tant soit peu turbulents. Aux États-Unis en 2017, plus de 20 millions d'Américains prenaient des psychostimulants, dont un quart d'entre eux illégalement. Une université américaine estime même à près de 34% les étudiants américains en ayant déjà pris pour leur révision. Une consommation souvent permise grâce au marché noir, alors que la Ritaline est normalement délivrée sous ordonnance. L'utilisation commune de ce produit est envisagée de manière à ce que le patient bénéficie des effets entre 8h et 16h. Une potion magique qui évite les punitions ou les ruses pour mater les têtes brûlées. Une aubaine pour des parents dépassés ou des professeurs incapables de faire face
faute de moyens ou de compétences. La Ritaline a pour effet d'accroître la quantité de dopamine dans le cerveau. Selon le laboratoire Novartis qui l'a produit, elle délivrerait à adultes et enfants d'une liste impressionnante d'imperfections, allant de la tendance à rechigner devant une tâche fastidieuse à l'inattention et la déconcentration. Face à ce phénomène, des psychanalystes comme Roland Gori, auteur de l'ouvrage Homo Drogus, dénoncent la hausse de prescription du psychotrope, mais aussi l'absence de volonté de guérir les patients dans la démarche de prescription. Et pour cause, si la Ritaline suspend les symptômes d'hyperactivité, elle ne guérit rien. Et surtout, elle permet à des professionnels peu scrupuleux de ne pas passer par d'autres stades de traitement plus simples, comme l'accompagnement des patients. Un accompagnement qui ne profite naturellement pas financièrement aux laboratoires pharmaceutiques. En outre, la notice de la petite pilule magique contient plus de 70 effets secondaires, des plus fréquents, troubles du sommeil, perte de l'appétit, maux de ventre ou encore perte de cheveux, aux plus graves, comme des crises cardiaques, des tentatives de suicide, mais aussi des troubles mentaux pouvant causer notamment une perte de sentiments et d'émotions. La Ritaline, un mal américain, pas seulement. En France, la prescription du médicament a explosé. On en consomme aujourd'hui 30 fois plus qu'en 1996, avec en 2018 plus de 627 000 boîtes commercialisées. Des chiffres alarmants, mais que certains considèrent encore comme insuffisants. Ainsi, Éric Conofal, neurologue à l'hôpital Robert Debré, déplore que trop d'enfants ne bénéficient pas de traitement, tandis que le site Allo Docteur estime également que la Ritaline n'est pas assez prescrite. Dans le même registre, le pédopsychiatre Pierre Tuffet considère les effets secondaires comme mineurs et sans danger. Le débat demeure ouvert, mais une chose est sûre, la Ritaline n'a pas fait ses preuves dans son utilisation massive aux États-Unis. Si elle permet à des parents peu scrupuleux de s'éviter d'hausser le ton avec leurs enfants, ou tout simplement de passer du temps avec eux, ainsi qu'à des étudiants de s'en servir comme dopant pendant les examens, le médicament n'en est pas moins à moyen terme très risqué en matière de santé publique. Les chiffres commerciaux, eux, continuent de grimper en flèche, avec près de 52 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe Novartis, principal producteur de Ritaline aux États-Unis en 2018, tandis qu'en France, les chiffres de vente sont plus modestes, avec 9 millions d'euros. Et direction la Zambie à présent, l'un des pays d'Afrique australe fortement touché par la sécheresse. Dans cette région, près de 2,3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Lizzie a marché 5 heures pour nourrir ses 4 enfants. Quelques kilos de maïs et de haricots distribués par une ONG, de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Parfois, on mange 1 fois par jour. Parfois, quand on trouve d'autres ressources, on mange 2 fois par jour. Le village de Simbungwe, au sud-ouest de la Zambie, a été frappé de plein fouet par la sécheresse. Une distribution d'aide alimentaire a été organisée dans cette cour d'école. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Beaucoup d'écoliers arrivent en classe l'estomac vide. Aujourd'hui, plusieurs manquent à l'appel. J'ai 70 élèves dans ma classe. À cause de la faim, on a de l'absentéisme. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a que 30 élèves sur 70. De plus en plus courte, la saison des pluies ne suffit plus à réparer les dégâts causés par la sécheresse. En 2019, près de 70% des récoltes ont été perdues. Les faibles pluies forcent les fermiers à changer leur méthode. Godfrey utilise un pluviomètre pour semer en fonction des précipitations. Il n'y a pas d'emploi en Zambie, donc on cultive pour avoir de quoi manger. C'est aussi ce qui nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Autre victime de la sécheresse, le secteur de l'énergie. Le barrage de Kariba produit 40% de l'électricité de la Zambie. Mais faute d'eau, les turbines peinent à tenir la cadence. En 2020, nous devrions atteindre les 275 mégawatts, ce qui veut dire que nous ne pouvons exploiter qu'environ 25% de la capacité de la station de Kariba Nord à cause des faibles niveaux de l'eau. Manque de nourriture, coupure d'électricité, les conséquences de la sécheresse s'intensifient chaque année sur la pointe sud de l'Afrique. Ici, les températures grimpent 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Selon le Programme alimentaire mondial, 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans cette région du continent. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Sibeth Ndiaye, reine de l'intox. Mercredi, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'il était presque impossible de soumettre la réforme des retraites à un référendum en raison de sa complexité. Selon ses dires, il faudrait en réalité organiser 65 référendums. Une façon de noyer le poisson, d'autant que constitutionnellement, son affirmation est totalement erronée. Contrairement à ce qu'affirme Sibeth Ndiaye, rien ne s'oppose sur le plan du droit à la tenue d'un référendum sur la réforme des retraites. Et un seul suffirait puisque l'on soumet un projet de loi dans son ensemble au référendum et pas des articles. Un soutien pour Agnès Buzyn. Jeudi, l'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Ganzer, a annoncé son ralliement à l'ancien ministre de la Santé dans la course à la mairie de Paris. Gaspard Ganzer a assuré que sa décision venait de sa conviction qu'Agnès Buzyn pouvait battre Anne Hidalgo. Un revirement qui peut étonner, sachant que Gaspard Ganzer avait de nombreuses fois affirmé qu'il ne rejoindrait jamais La République En Marche. Ah non, ça n'arrivera jamais parce que quand je me lance dans une bataille, c'est pour y aller totalement et jusqu'au bout. Il n'y aura ni ralliement, ni rustine à porter aux uns et aux autres. Si on s'est lancé avec les Parisiennes et les Parisiens, c'est pour aller jusqu'au bout. Un retournement de veste qui fait grincer des dents au sein de son mouvement, l'ancien candidat n'ayant pas consulté ses têtes de liste pour prendre sa décision. Pour Agnès Buzyn, il faudra donc se contenter du ralliement d'un candidat à la traîne dans les sondages, crédité d'1% des intentions de vote. Donald Trump fait le ménage dans son entourage. Le président des États-Unis vient de nommer l'ambassadeur à Berlin, Richard Grenell, au poste de directeur par intérim du renseignement américain. L'agence qui chapeaute les 17 services de renseignement en remplacement de Joseph Maguire. La raison de ce changement, un briefing du 13 février dernier devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Une des conseillères de Joseph Maguire aurait dit aux élus que la Russie était de nouveau en train d'interférer dans l'élection américaine de 2020. Pour sauver sa main, une violoniste joue pendant son opération du cerveau. Dagmar Turner, violoniste, membre de l'orchestre symphonique de l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, a été opérée d'une tumeur le mois dernier. Mardi, l'hôpital de King's College à Londres a annoncé avoir laissé la patiente jouer de son instrument pour vérifier en temps réel que les zones du cerveau responsables du mouvement des mains n'étaient pas endommagées. L'opération sur la musicienne de 53 ans a été un franc succès avec 90% de la tumeur retirée. Rome dévoile encore des secrets. Lors de fouilles dans le secteur de l'ancien forum romain, les archéologues ont découvert un sarcophage dans une chambre sous l'ancien Capitole. Un sarcophage qui, selon des textes antiques, pourrait être celui de Romulus, le fondateur de Rome. Le chantier de fouilles a été lancé après une étude approfondie de documents de Giacomo Boni datés de 1899. Le sarcophage d'1,40 m de longueur et la pierre circulaire ont été taillés dans la même roche volcanique que celle de la colline du Capitole. Le sarcophage daterait du 6e siècle avant notre ère. Selon le mythe romain, les frères jumeaux Romulus et Rémus, enfants du dieu Mars et de la prêtresse Rhea Silvia, auraient été recueillis par une louve et fondé la ville de Rome. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Soros et l'UE. Ce soir, retrouvez Tête à Clash. Franck Tanguy et ses invités débattent du retrait de Benjamin Griveaux, du partage de la dissuasion nucléaire française avec l'Union européenne et des accusations contre l'Académie des Césars. De la part de Griveaux, là, comme ça a été dit très bien tout à l'heure, une inconscience totale. Je pense que c'est c'est la pulsion qui l'a guidé. Il a voulu effectivement faire valoir ses attributs devant cette jeune femme. C'est une page de publicité. Oui, ça peut être. On dirait qu'il a mis ça en rayon. Il n'a pas pensé. Il a mis ses attributs en rayon. Demain, j'enlève le bas, il peut même pas dire. Je t'envoie 10 secondes de publicité gratuite. Oui. Peut-être a-t-il voulu ainsi la convaincre d'aller plus avant dans la relation. Peut-être. Okay. Demain midi, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise reçoit Jean Messia et Alexis Poulain pour tirer les conclusions de l'affaire des vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux entre amateurisme, indécence et censure. Quand vous avez quelqu'un qui est ministre en exercice, parce que la vidéo date de 2018 concernant Benjamin Griveaux, qui a ce comportement, quel comportement d'un adolescent, enfin de quelqu'un qui est quand même relativement pas vraiment conscient de la charge qui est la sienne.
Là, on a un risque. On a un risque de quelqu'un qui peut être influençable, qui effectivement peut être soumis à une pression externe de mafia, de maîtres chanteurs, etc. Et on a là quand même une république, la 5e, des institutions, un président qui est censé être garant des institutions et qui a recruté une équipe d'amateurs dont il est fier. Ces gens sont quand même des fragiles au fond, qui n'affrontent pas. On se souvient d'ailleurs de Macron, lorsqu'il était poursuivi, je crois que c'était au Puy-en-Velay, par des gilets jaunes, et dont la voiture fonce toute sirène hurlante, et c'est en fait par trouille qu'il a lâché les fameux 17 milliards. C'est pas par sympathie pour les gilets jaunes, c'est parce qu'il y avait une immense peur qui a gagné le macronisme, et c'est pour ça que Macron, alors même que distribuer de l'argent public est totalement contraire à son logiciel, puisque lui, dans la politique de l'offre, tout ce qui est politique de relance ou dépenses publiques, c'est complètement étranger. Il s'est violé idéologiquement, en quelque sorte, par trouille. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré à la transmission de la foi. Et dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Manifestations et grèves à répétition nous ont permis d'entendre un concert de critiques sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Pourtant, rares sont ceux dans la classe politique qui ont fait leur véritable travail d'opposition pour faire résonner un autre discours et montrer qu'à l'évidence, le travail du gouvernement était délétère. Joseph Touvenel, le secrétaire général de la CFTC, est peut-être l'un des seuls à avoir osé dire ce que personne n'ose dire, au-delà des outrances d'une CGT déconnectée dont les revendications grincent comme un disque rayé, ou du silence des Républicains, gênés et incapables de construire une réforme alternative crédible. La première des évidences est qu'il est strictement inutile d'espérer réformer les retraites de manière durable et efficace sans penser à l'épineuse question de la natalité et du renouvellement des générations. Nous avons fait le choix d'un système par répartition. Il ne peut se maintenir qu'avec une fécondité haute, les enfants nombreux cotisant pour leurs aînés. Or, tout est fait dans la politique du gouvernement pour tuer les familles et dissuader les naissances. Et que dire de la manière dont sont traités par la réforme les mères de familles nombreuses de plus de 3 enfants qui vont voir leur pension chuter drastiquement? Les chiffres sont imparables. La natalité française baisse inexorablement d'année en année. Le seul moyen alternatif auquel pensent nos élites corrompues est bien sûr l'immigration massive, dont le coût économique est considérable et qui détruit méthodiquement notre tissu social et culturel. La deuxième évidence est que la réforme a été pensée de manière approximative, sans cap rigoureux, avec une intuition de base, la nécessité d'un système unique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qui a été totalement vidé de sa substance par des remaniements successifs et opportunistes. Au bout du chemin, des exceptions qui viennent s'accumuler, comme autrefois les régimes spéciaux. Cela donne donc l'impression que le gouvernement a été incapable de penser intelligemment la spécificité de certains emplois et qu'il n'a pas eu le courage de tenir ses objectifs. Tout cela montre un dramatique déficit de crédibilité. La troisième évidence est que le gouvernement Macron a mal travaillé
et a travaillé dans l'urgence. Le dossier traîne depuis des décennies. Rappelons-nous la tentative avortée d'Alain Juppé en 1995. L'urgence n'était pas telle qu'il ait fallu ainsi bâcler le projet, comme l'a souligné le Conseil d'État dernièrement. Le déficit du projet à horizon de 5 à 10 ans est estimé à 7 ou 15 milliards d'euros sur un montant total de cotisation de 360 milliards. L'on a déjà vu des déficits bien plus spectaculaires. Au moment de son dépôt, la réforme, mal pensée, n'était même pas financée dans sa globalité. Quel amateurisme! Pour combler les trous, grande est évidemment la tentation d'aller piocher sans vergogne dans les caisses privées qui, elles, sont à l'équilibre. 71 milliards de réserves cumulées, là où l'État, lui, n'arrive pas à gérer ses propres caisses. Tout cela est trop facile pour ne pas dire scandaleux. On, c'est-à-dire les médias, nous annonce encore de longs mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Qui osera poser les vraies questions et proposer de vraies bonnes solutions? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.